Vous êtes à 10 000 mètres d'altitude. Vous regardez par le hublot et apercevez les nuages. Au loin, le soleil brille sans obstacle. Tout semble parfait. Et puis, surgit la question que personne ne se pose à ce moment-là. Pourquoi l'avion ne monte-t-il pas plus haut? Ce n'est pas un problème de puissance, ce n'est pas une réglementation arbitraire. Il se passe quelque chose au-dessus d'une certaine altitude, un risque qu'aucune compagnie aérienne commerciale n'est prête à prendre. Et une fois que vous aurez découvert de quoi il s'agit, vous y penserez à chaque fois que vous prendrez l'avion. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi il existe un plafond invisible dans le ciel, une limite qui n'apparaît sur aucune carte, mais que tous les pilotes du monde respectent sans exception. Et pour finir, je vous raconterai ce qui s'est passé lorsqu'un avion a tenté de l'ignorer. Le résultat est l'un des incidents les plus extrêmes de l'histoire de l'aviation. Restez avec moi. Les avions commerciaux traversent l'Atlantique à environ 10 600 mètres d'altitude. À cette altitude, l'air est 3 à 4 fois moins dense qu'au niveau de la mer. Cela présente un avantage considérable, une moindre résistance à l'air. Moins de résistance signifie moins de sollicitation des moteurs. Moins de sollicitation signifie moins de carburant consommé. Et pour une compagnie aérienne, le carburant est quasiment indispensable. Il représente entre 30 et 40 % de tous les coûts d'exploitation. Chaque mètre d'altitude bien utilisé représente des millions de dollars d'économies par an. En fait, il existe une technique peu connue appelée montée par palier. Lorsqu'un avion consomme du carburant pendant un long vol, il s'allège. Et un avion plus léger peut monter un peu plus haut sans perte d'efficacité. Ainsi, sur les vols long courriers, les pilotes montent par petits paliers d'altitude toutes les quelques heures pour profiter de cet air plus raréfié. C'est comme si l'avion ajustait constamment sa position dans le ciel en temps réel. La logique est donc la suivante. Si monter plus haut est plus efficace, pourquoi ne pas monter plus haut? Car au-delà d'un certain point, la physique cesse d'être votre allié et elle commence à se retourner contre vous. Premier problème, la raréfaction de l'air. Les moteurs à réaction fonctionnent en brûlant un mélange de carburant et d'oxygène. Au niveau de la mer, cela ne pose aucun problème. Mais en altitude, la quantité d'oxygène disponible diminue. Au-dessus de 12 000 mètres, 40 000 pieds, les moteurs d'un avion commercial commencent-ils à perdre de la puissance de façon significative. Pas soudainement, ni de façon spectaculaire, mais de façon constante et irréversible, sans possibilité de compensation, sans une refonte complète du moteur. Augmenter la puissance pour compenser la perte d'oxygène signifie plus de chaleur, plus d'usure et un risque accru de panne. Aucun ingénieur aéronautique n'envisagerait une telle option. Mais ce n'est pas le seul problème. Deuxième problème, des ailes qui cessent de fonctionner. Les ailes génèrent de la portance grâce aux pentaguilles au flux d'air qui circulent au-dessus et en dessous d'elles, créant des différences de pression. C'est cette différence qui permet à l'avion de voler. Mais si l'air s'est trop raréfié, cette différence de pression disparaît presque complètement. L'avion devrait voler beaucoup plus vite pour compenser. Et c'est là qu'apparaît une autre limite, la vitesse maximale avant que la structure de l'appareil ne commence à être endommagée. Les ingénieurs ont un nom pour ce point précis, où les deux limites se rejoignent, le point critique. Au-dessus, l'avion décroche car l'air est trop raréfié. En dessous, l'avion dépasse sa vitesse structurelle et se disloque. À une certaine altitude, la marge entre ces deux extrêmes devient si infime que le pilotage devient impossible. Les pilotes décrivent cette situation comme marcher sur le fil du rasoir. Une seule erreur de calcul dans un sens ou dans l'autre, et c'est fatal. Pour les avions commerciaux actuels, ce point critique se situe juste au-dessus de 12 000 mètres, 40 000 pieds. Le troisième problème, le temps. C'est celui que presque personne ne connaît. Et pourtant, c'est le plus dangereux. Si à 10 500 mètres, 35 000 pieds, une décompression soudaine survient, une fenêtre cède, une porte lâche, les passagers disposent donc d'environ 15 à 20 secondes de conscience utile avant d'être inconscients par manque d'oxygène. À 13 500 titres, 45 000 pieds, ce laps de temps tombe à moins de 10 secondes. 10 secondes pour trouver le masque à oxygène, pour l'enfiler, pour aider la personne assise à côté de vous.
ce n'est pas suffisant, et les compagnies aériennes le savent parfaitement. Le quatrième problème, celui dont personne ne parle. Mais il se passe autre chose à ces altitudes, un phénomène presque jamais évoqué. Les radiations. Au niveau de la mer, l'atmosphère fait office de bouclier. Elle absorbe la majeure partie du rayonnement cosmique qui nous parvient constamment de l'espace. Mais à 10 700 mètres d'altitude, ce bouclier est beaucoup plus mince. Un passager sur un vol transatlantique reçoit une dose de radiation équivalente à celle d'une radiographie pulmonaire. Pour une personne qui voyage occasionnellement, cela ne pose aucun problème. Mais pour les pilotes et les membres d'équipage qui cumulent des milliers d'heures de vol par an, c'est un facteur que les autorités aéronautiques surveillent de près. Et si tel est le cas à 10 700 mètres d'altitude, imaginez ce qui se passerait à 15 200 ou 18 300 mètres. L'exposition exploserait. Une raison de plus pour laquelle ce plafond d'invisible est tout à fait logique. Mais qu'en est-il alors des avions militaires qui volent souvent plus haut? Le SAR-71 Blackbird, l'avion de reconnaissance le plus rapide jamais construit, atteignait des altitudes supérieures à 26 000 mètres, 85 000 pieds, soit plus du double de l'altitude d'un Boeing 737. La différence résidait dans le fait que ces pilotes portaient des combinaisons pressurisées quasiment identiques à celles des astronautes. Il n'y avait ni passagers, ni bagages, ni service de restauration, ni écran de divertissement. C'était une machine de guerre conçue pour un seul et unique objectif. Le comparer à un Airbus A320, c'est comme comparer une Formule 1 à un bus urbain. La conception d'un avion commercial est un compromis constant entre efficacité, sécurité, coût et taille. Et cet équilibre optimal, après des décennies d'ingénierie, se situe entre 9 000 et 12 000 mètres, 30 000 et 40 000 pieds. Mais que se passerait-il si cet équilibre était rompu? Vol Air Canada 143. Un Boeing 767 assurant la liaison Montréal-Edmonton. À 12 500 mètres d'altitude, les deux moteurs s'arrêtent, complètement, sans se prévenir. La cause? Une erreur de calcul de la quantité de carburant. Quelqu'un a confondu kilogrammes et livres. L'avion s'est retrouvé à court de carburant, en plein vol. Ce qui suit est l'un des incidents les plus incroyables de l'histoire de l'aviation. Le pilote, Robert Pearson, était également pilote de planeur à ses heures perdues. Cela a sauvé la vie de tous les passagers. Plus de moteurs, moins de pression hydraulique. La plupart des systèmes électriques hors service. Pearson a fait planer un Boeing 767, l'un des plus gros avions au monde, et l'a posé sur un circuit automobile abandonné à Gimli, au Manitoba. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'une course automobile se déroulait sur ce circuit à ce moment précis. Il y avait des gens au sol, des familles, des enfants. L'avion a atterri tandis que la foule courait dans tous les sens. Le train d'atterrissage avant ne s'est pas déployé faute de pression hydraulique. Le nez de l'avion a heurté le sol. L'appareil a dérapé. Et pourtant, personne n'est mort. Aucun décès. 60 et un passager et 8 membres d'équipage. Tous sains et saufs. Mais cet atterrissage n'a été possible que parce que l'avion avait suffisamment d'altitude pour planer sur plus de 95 km/h. Pour gagner du temps, pour réfléchir. L'altitude n'est pas qu'une question d'efficacité. C'est une marge d'erreur. C'est le temps dont dispose un pilote pour résoudre l'impossible. Alors pourquoi les avions ne volent-ils jamais plus haut? Non pas parce qu'ils ne peuvent pas techniquement atteindre cette altitude, mais parce qu'au-delà d'un certain point, chaque mètre gagné représente un mètre perdu en sécurité, en contrôle et en marge de manœuvre. Les moteurs manquent d'oxygène. Les ailes perdent de la portance. Les passagers perdent ces précieuses secondes qui font la différence en cas d'urgence. Le niveau de radiation augmente et le pilote perd la marge de sécurité qui le sépare de l'irrécupérable. 40 000 pieds n'est pas une limite arbitraire. C'est le fruit de décennies d'enquêtes sur les accidents, d'ingénieurs qui ont tiré les leçons de chaque échec, de pilotes qui ont survécu pour témoigner. C'est le point précis où la physique, la physiologie humaine et l'ingénierie aéronautique convergent. La prochaine fois que vous serez en avion et que vous regarderez par le hublot, vous saurez que ce plafond invisible existe.
qu'il ne s'agit pas d'une limite imposée par la technologie, mais d'une limite calculée avec précision pour que vous atteigniez votre destination. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, rend le vol si particulier. Vous voulez savoir quels autres systèmes de sécurité fonctionnent discrètement à chaque vol. La vidéo suivante va vous surprendre.